Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes à votre façon un hors-la-loi, puisqu'à travers votre Goraphie, vous ne serez jamais condamné pour faux et usage de faux. Bien au contraire. Vous publiez votre premier roman, au titre et au sujet surprenant, Le président est constipé. Il devrait, j'en suis sûr, vous rapporter quelques droits d'odeur. Bonjour Sébastien Liébus. Bonjour Jacques. Je ne pouvais pas démarrer autrement pour le fondateur du Goraphie qu'avec des mots de ce genre. C'est parfait, j'aurais pas fait mieux. Alors, effectivement, une double actualité. Le meilleur du Goraphie, 2025. Ça, c'est une tradition. Et puis, votre premier roman, Le président est constipé, au Cherche Midi. Un sujet assez particulier qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée ne vous concerne pas directement, mais indirectement, le 29 août 1988. C'est ce jour-là que paraît le premier numéro à Madison, dans le Wisconsin, d'un hebdomadaire qui s'appelle The Onion. Oui, et The Onion, et j'aime souvent dire que j'écrivais comme The Onion avant de découvrir The Onion. J'avais déjà cet amour pour la musicalité des titres de presse, et pour faire des blagues avec un titre de presse, mais vraiment, de manière à ce que le titre écrase même la blague. Et quand j'ai découvert The Onion en version papier en 2008 à New York, lors d'un voyage, j'étais à la fois heureux et triste. Alors, j'étais heureux parce que ça prouvait qu'on pouvait faire un journal à part entière, uniquement composé de ce genre d'articles. Et triste parce que quelqu'un avait eu l'idée avant moi. Alors, il se trouve que The Onion, c'est né donc en 88. Ce sont deux étudiants de l'université du Wisconsin, Tim Keck et Christopher Johnson, qui l'ont créé, avec une première partie satirique et une seconde culturelle où on avait les spectacles à la mode, les restaurants où il fallait aller. Et ça a été tout de suite un énorme succès. Oui, mais c'est incroyable parce que ça s'est rapidement essaimé à travers les États-Unis. Je crois que c'était même un des premiers sites qui est arrivé sur Internet, quand il y a eu la bulle Internet au début des années 2000. Donc ils ont vite compris un petit peu les nouvelles technologies, comment ça fonctionnait. Et pendant très longtemps, le journal était disponible dans la rue. Donc vous preniez les petits distributeurs, vous payez 1 ou 2 dollars, je me souviens plus combien c'était. Et ils ont arrêté la version papier en 2015 parce que ça coûtait un peu cher. Et ils sont revenus il y a moins d'un an au travers d'un abonnement. Vous payez un abonnement de chaque année, je crois que c'est sous 90 dollars, il me semble. Et ils sont devenus en un an le 13e journal américain en termes de nombre d'abonnés. Ils sont entre le Boston Globe et le Chicago Tribune. C'est fou, hein. Alors, il se trouve qu'en plus, la presse satirique américaine, l'ancêtre, c'est Mad. Je ne sais pas si vous connaissez Mad. Oui. C'est un magazine créé par Harvey Kurtzman en 52. Et c'était l'idole de René Goscinny. Et c'est en s'inspirant de Kurtzman qu'il a imaginé les dingos dossiers de Gottlieb et les actualités de Pilote. C'est né de tout ça. Et c'était vraiment un journal qui a marqué une génération. Et c'est le premier journal satirique américain. Oui, vous avez Mad. Sur un autre niveau, vous avez le National Lampoon, qui a énormément essaimé de talents qui sont arrivés plus tard, parce que du National Lampoon, vous avez eu le Saturday Night Live. Oui. Il y a eu quelques tentatives en France. Je crois qu'il y a une tentative tous les 5 ans de créer un Saturday Night Live à la française. Et c'est franchement couronné de succès, parce que comme on le sait, tout le monde regarde le Saturday Night Live à la française. Voilà, c'est vraiment, je crois qu'ils essayent chaque année de recréer un Saturday Night Live. Mais le pourquoi ça marche pas, c'est qu'en fait, aux États-Unis, il y a vraiment un amour des auteurs. C'est-à-dire il y a la Writer Rooms, c'est quelque chose qui est préservé et dont on prend soin. Et en France, en fait, les auteurs arrivent derrière. Et pourquoi le Saturday Night Live à la française n'a jamais percé? C'est parce qu'en fait, ils mettent pas d'argent pour les auteurs. Ils vont mettre l'argent pour les stars qui vont animer l'émission, les guest stars, mais derrière, les gens qui écrivent les blagues, ils sont pas soutenus. Voilà. Alors, il se trouve que vous êtes né, Sébastien Liébus, loin des États-Unis, à Bordeaux, où Sampé est né d'ailleurs. Oui, en fait, j'ai découvert assez tard que Sampé était bordelais. C'est assez amusant. Et puis, vous êtes plutôt spécialisé dans les côtes d'agneau que dans les côtes de Bordeaux, parce que votre père est boucher. C'est ça. Et alors, c'est marrant, c'est que on parlera peut-être tout à l'heure d'où vient l'argot de Pierre Dac, le boucher Bem. Donc mon père était boucher charcutier, et on a rarement parlé justement de l'argot boucher. Et moi j'ai des souvenirs où il m'a amené dans les abattoirs de Bordeaux à une époque, quand on lui tenait une boucherie dans les Landes, et il m'a mené, on prenait la route à 4h du matin pour aller aux abattoirs, aux Capucins et tout, et je lui parlais
tout le long de la route. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, je lui parlais, c'était pour le tenir éveillé parce qu'il était épuisé par les rythmes. Et donc, moi, je lui parlais, je racontais ma passion déjà pour le cinéma, pour tel livre que j'avais lu. Et du coup, voilà, ça le tenait éveillé. Alors, il se trouve que vous avez fait des études assez variées parce que vous avez beaucoup déménagé. Bordeaux, le bassin d'Arcachon, les Landes, avec le lycée de Bayonne et avec ensuite une école de cinéma à Bordeaux. C'est ça. Alors, en fait, c'est parce que mon frère était asthmatique. Et je le salue aujourd'hui parce que il travaille à nos côtés là sur le Gorafi depuis plus de 10 ans. Et du coup, on a dû déménager très tôt de Bordeaux. On est parti sur le bassin d'Arcachon. Et du bassin d'Arcachon, on est parti donc dans les Landes. Et à partir de là, moi, j'ai fait une école privée qui était à Saint-Vincent-de-Paul, à côté de Dax. Alors, j'ai des souvenirs un peu contrastés de cette époque-là parce que c'était pas forcément joyeux comme environnement. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, ça me rappelle un petit peu un décor d'Harry Potter parce que c'était des vieux bâtiments au milieu de la campagne. Et souvent, alors moi, c'était la première fois que je me retrouvais en internat. Et j'ai toujours ce souvenir de ces vieux bâtiments avec cette vieille chapelle plongée dans la pénombre avec le brouillard autour et nous on était tout seuls dans cette grande cour d'école et quand vous êtes jeune, un peu ado, ça marque, mine de rien. Et quand j'ai relu les Harry Potter, curieusement, je sais pas pourquoi, mais j'ai retrouvé toute cette imagerie de mon enfance. Ça m'a vachement... Je crois que c'est surtout le 2e volume d'Harry Potter où, waouh, je me suis retrouvé transporté à cette époque-là. Alors Sébastien Liébus, je sais aussi que c'était l'internat la semaine, mais le week-end c'était la maison, avec une collection de Sud-Ouest que votre mère vous avait gardée et que vous découpiez avec attention. Oui, parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas encore de console de jeux vidéo et j'avais cette passion pour la presse. Alors honnêtement je ne sais pas d'où elle est venue et je me suis mis à découper les articles de presse donc dans Sud-Ouest. Et il y a quelques années je suis retombé sur tous ces petits cahiers et en relisant, j'ai essayé de chercher un dénominateur commun de pourquoi j'avais conservé tel article ou tel article. Donc il y avait beaucoup de faits divers, beaucoup de faits d'actualité internationaux, mais j'ai trouvé que ce qui ressortait beaucoup, c'était un petit peu les faits divers locaux, parce que j'aimais beaucoup les histoires qui étaient racontées. Il y avait beaucoup d'histoires un peu dramatiques, un peu de misère sociale. Et je sais pas, j'aimais beaucoup le ton qui était utilisé dans le journal, et je crois que je dois avoir 4 ou 5 cahiers. Je les ai retrouvés il y a pas longtemps, et ça m'a vraiment impressionné dans la manière dont j'avais vraiment collectionné, découpé, collé vraiment avec attention toutes ces petites coupures. Et je pense que j'ai goûté à ce moment-là cette manière d'écrire de la presse écrite. Je me suis imprégné déjà de cette manière qu'ils avaient de traiter les dépêches d'actualité et les petits articles. Alors il se trouve que quelqu'un de très connu aussi a débuté dans la presse en prenant des petits articles et en les commentant à sa façon. Et c'est comme ça qu'ensuite il a été repéré à la télévision, c'est Pierre Desproges. Oui. Dans l'Aurore chaque jour. Alors, vous arrivez à Paris, vous faites différents petits métiers. Alors, il y en a certains que vous évoquez, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Vous auriez été vice-responsable de l'enclos des crocodiles aux Eaux de Vincennes. Alors, ça, j'avais mis ça sur il fallait que je fasse mon CV pour une espèce de rencontre, un TED qui était fait, je sais plus, à Megève ou quelque chose comme ça. Et j'ai envoyé sur un coup de tête, on m'a demandé 3 lignes de mon expérience et je crois que j'ai mis assistant gardien du site d'enfouissement nucléaire, de déchets nucléaires, quelque chose comme ça. Et plus récemment, dans la brochure pour le président est constipé, j'ai mis que j'étais un spécialiste de Kafka et que je travaillais sur un documentaire en 5 épisodes à la télé française sur Kafka. Et quand j'ai lu le dossier de presse du président est constipé et que j'ai vu cette mini-biographie, je me suis dit, mais qui a mis ça? Est-ce qu'ils se sont trompés avec un autre personnage? Et j'ai mis facilement 20 minutes avant de me rappeler que c'était moi qui avais écrit ça, parce que j'aime bien, quand on me demande ma biographie et tout, je raconte n'importe quoi. Et voilà, donc du coup, c'est amusant que vous ayez réussi à retrouver ça. Oui, et puis il y a aussi un autre record que vous avez établi et qui n'a pas été homologué et qu'on peut évoquer à travers un sketch de Jean-Yann. Maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ah bah ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait. Le permis de conduire avec Jean-Yann et Laurence Triesner. Et je crois que vous avez le record d'une pause dans le permis de conduire. Exactement, et qui dure encore aujourd'hui. C'est-à-dire je pense que mon dossier est encore sur l'auto-école, dans l'auto-école des Pyrénées-Orientales où j'étais encore il y a quelques temps. Oui. Et je pense m'y remettre. Je ne sais pas encore quand,
mais je vais m'y remettre. Alors, votre premier métier, c'est photographe, et vous avez débuté à la télévision en coulisses sur Direct 8. Moi, je me souviens de cette chaîne qui était dans l'immeuble de la Défense. Je n'ai jamais vu autant de jolies filles dans une même chaîne de télévision. Mais c'était un peu aussi une télé pirate. C'était assez amusant. Moi, je me suis retrouvé là-dedans 1 mois après la création de la chaîne. Donc, on est en juillet, 2 mois, pardon, après la création de la chaîne. C'est l'ancêtre de C8, hein, Direct 8. C'est ça, on est en juillet 2005. Et en fait, moi, je participais à un forum sur lequel on parlait de la chaîne et tout. Et on faisait des captures d'écran, on faisait des petites vidéos. Et quelqu'un à la chaîne a vu toute nos petites productions et nous a invités à rencontrer les animateurs et les animatrices. Et un jour, il cherchait quelqu'un pour faire le zapping de la chaîne. Et comme nous, en fait, on était un petit groupe à regarder constamment cette chaîne de télé, ils nous ont dit viens faire le zapping avec nous. Et moi, à l'époque, ce qui est assez amusant, c'est que j'avais quitté mon précédent travail qui était du triage de courrier pour une caisse de retraite. Et j'en avais un peu assez de tamponner des courriers. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre volontairement, en quelque sorte, au chômage. Je vais faire une pause pour me consacrer à mes dessins, à mes photos et tout. Et pendant cette pause, je découvre Direct 8. Je commence à participer à ce forum. Et donc, 3 mois plus tard, je me retrouve à Direct 8, propulsé comme ça, dans les couloirs, avec des gens dont la télé, c'était le métier. Et moi, j'étais un peu la pièce rapportée. Et je me suis fondu dans le moule, avec plus ou moins de bonheur. Et je me suis retrouvé, un jour, quelqu'un rentre dans l'open space. Et j'étais en train de faire mon dérochage pour le zapping. Et c'était un matin de juillet ou août 2005. Et il y a Philippe Labro qui rentre dans l'open space. Et il rentre avec toute sa majesté. Et j'étais tout seul, vraiment le seul dans l'open space. Et il regarde, il fait mais il n'y a jamais personne ici. Et hop, il repart. C'était Philippe Labro. C'était ma première rencontre presque visuelle avec lui. Et j'étais vachement ému de me retrouver avec Philippe Labro, que j'entendais souvent sur RTL à une époque. Et voilà, me retrouver dans la même tour que Philippe Labro, c'était quelque chose. Il se trouve qu'effectivement, vous avez été photographe, mais avec vous, il n'y a jamais de cliché. En tout cas, on va en parler avec une autre date, le 12 février 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Liébus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Liébus. 2 actualités, le meilleur du Gorafi au Cherche Midi, et au Cherche Midi aussi, le président est constipé, votre premier roman, puisque vous êtes le fondateur du Gorafi. Et parmi les dates que j'ai trouvées, justement, le 12 février 2023, le bon élève que vous avez été à l'école se retrouve au lycée, mais à la table des professeurs à Chaumont, en Haute-Marne, pour parler devant les élèves et les enseignants du Gorafi. C'est quand même un événement. J'essaye de répondre le plus possible aux sollicitations. Des fois, c'est pas facile parce j'ai un site à gérer, j'ai une rédaction à contrôler, des journalistes à corriger. Donc, c'est pas facile tous les jours. Mais souvent, on nous demande si on peut intervenir. Parfois, c'est pour la semaine des médias. Et c'est assez intéressant parce que ça leur permet d'avoir un peu une initiation aux médias. Moi, souvent, je vais leur expliquer justement comment reconnaître une fausse information, tout ce qui est dérive de l'IA, même dans les informations, et de faire attention aux fake news et comment vérifier une fake news et d'où elle peut venir en fait. Et ça, c'est hyper important parce que quand je leur explique, par exemple, comment fonctionnent les IA génératives telles que Grok, DeepSeek, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment ces outils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont là, ils les utilisent au quotidien, mais ils ne savent pas comment ils sont créés, qui peut les contrôler. C'est-à-dire que, par exemple, un personnage comme Elon Musk, ça ne leur parle pas, ils ne savent pas qui c'est. Et quand on leur explique que Grok, il est calqué sur le cerveau d'Elon Musk et que Musk, constamment, il va bricoler Grok pour que Grok pense comme lui, et qu'il va même des fois donner des réponses fausses, par exemple, ou même DeepSeek, qui est contrôlé par le gouvernement chinois, et quand vous allez demander à DeepSeek les dates de qu'est-ce qui s'est passé tel jour à Tiananmen et que ce moteur de recherche n'est pas capable de répondre, il y a un vrai problème. Et eux, en fait, les plus jeunes ne se rendent pas compte de ce souci-là. Et quand je parle avec eux, quand je leur explique comment ça fonctionne, là, ils réalisent que ces outils sont loin d'être aussi inoffensifs que ça, que oui, c'est utile, mais que il faut s'en passer le plus possible. Puis, eux, en plus, ils sont à une époque où ils ont leur cerveau qui sont en plein développement. Donc, ils ont vraiment besoin d'utiliser leurs facultés cognitives plutôt que de passer par des outils qui vont les rendre feignants.
Oui, Grock, pour moi, c'était un clown, le plus grand clown du monde et pas autre chose. Et alors, il se trouve que se retrouver quand même avec le Gorafi dans les écoles, même des classes de 4e parfois, c'est extraordinaire. Parce que... Non, mais les professeurs, on s'est rendu compte que depuis quasiment le début, on recevait des demandes pour la reproduction d'articles du Gorafi dans des manuels scolaires. Parce que vous avez maintenant des cours d'initiation à l'éducation civique, donc ça devient de plus en plus répandu. Et voilà, du coup, maintenant, régulièrement, là, j'ai fait donc le lycée Chaumont, mais j'ai fait le lycée qui est dans le 16e arrondissement, dont le nom m'échappe, qui est très connu. Janson de Seilly, oui. Exactement. J'ai fait une intervention l'an dernier, je vais en refaire une l'an prochain. Je fais des interventions dans des collèges aussi, dans les Yvelines. Voilà, donc ils m'appellent régulièrement et pendant 1h30, 2 heures, on est devant les élèves à expliquer, à distribuer des exemplaires de géographie, et expliquer comment fonctionne la satire aussi. Ça aussi, pour eux, c'est important. Et je trouve que un des moments que moi j'adore, c'est quand les élèves s'amusent aussi à faire leur propre satire. C'est-à-dire que moi je leur explique, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher un sujet politique. Vous pouvez faire la satire sur l'univers qui vous entoure. Et un jour, des élèves sont arrivés avec des idées. C'était par exemple un cuisinier du restaurant scolaire envoyé pour avoir fait un repas trop délicieux. Un professeur d'éducation physique renvoyé pour avoir été aperçu en train de courir. Enfin voilà, donc ils ont compris qu'ils peuvent utiliser l'univers qui les entoure, donc c'est-à-dire les transports scolaires, les cours des profs, la bouffe qu'il y a dans le restaurant scolaire, pour faire leurs blagues. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils laissent libre cours à leur imagination et ça donne des titres très très drôles. Alors, je pense, Sébastien Liébus, que vous n'auriez jamais imaginé ça quand vous avez eu l'idée de créer le Gorafi au moment, je crois, de la campagne présidentielle de 2012. C'est ça, on est en février 2012 et moi je suis dans ma petite chambre de bonne dans le 18e à Montmartre, puis ça fait très littérature un peu victorienne, très triste et tout, mais ouais, j'étais dans mon petit 10 mètres carrés à Montmartre et j'étais tout seul et j'ai envoyé quelques titres, quelques tweets. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ça fasse tache d'huile. En fait, je dis souvent que cet humour-là, Gorafi, qui est un humour en fait très anglo-saxon, qui est très basé sur le côté un peu référence, un rire intérieur. Et absurde. Et absurde. Il est vraiment à l'opposé, on va dire, de l'humour, on va dire franchouillard, où il faut vraiment que la blague soit visible, qu'on se tape la cuisse en riant. Pour moi, c'était à l'opposé, et je pensais vraiment être le seul à le pratiquer. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, je suis mon premier client et c'est moi qui dois me faire rire. Et quand je trouve un titre, il faut que moi, je le trouve drôle. Et même quand on discute avec les autres auteurs, quand ils arrivent avec un titre, il faut que je ressente une sorte de jalousie sur le titre. C'est-à-dire, il faut que je me dise « Ah, j'aurais aimé le trouver ». Et si j'ai pas cette sensation-là, pour moi, le titre, il est pas bon. Donc, je le lance en 2012. Et au début, je le montre à des potes, à des collègues de bureau, à Direct 8, en lui disant, tiens, regarde, j'ai créé un petit site, un petit compte Twitter. Donc, au début, il y a 2, 3, 4 partages. Et puis, ça monte progressivement. Et alors, c'est ça aussi la petite histoire qui est assez amusante. J'étais à 2 doigts de partir m'installer en Corée du Sud fin 2012. Et je pars même pendant 1 mois en Corée avec mon sac à dos pour découvrir le pays. J'avais commencé à apprendre le coréen parce qu'en fait, mon contrat à Direct 8 se terminait décembre 2012. Et donc, à l'époque, le Gorafi, les gens, c'était pas super populaire comme aujourd'hui. Donc, c'était connu un peu, mais sans plus. Et moi, je me disais, je finis mon contrat à Direct 8 et après, je pars, je quitte l'Europe, je trace ma vie. Et je rentre de Corée du Sud le 1er septembre 2012 et quelques jours après, j'écris un article qui est « Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue ». Et cet article va exploser. Mais vraiment, quand je dis exploser, je me souviens de ma colonne de notifications sur Twitter. Bon, maintenant ça s'appelle X, mais à l'époque c'était Twitter. Et je vois la colonne qui s'affole, qui part dans tous les sens. Je commence à recevoir des mails, des demandes d'interview me demandant qui se cache derrière le Gorafi et tout. Et là, je prends conscience que j'ai cassé Internet, j'ai provoqué quelque chose. Et 2 ou 3 jours plus tard, je reçois parmi mes mails quelqu'un qui dit « Oui, bonjour, j'ai vu votre site, ça tombe bien, je voulais en faire un peu équivalent. J'aime beaucoup ce style d'humour, The Onion, Saturday Night Live. Je m'appelle Pablo Mira et voici 3 exemples d'articles que j'aurais pu écrire pour vous. » Et
la collaboration va se faire, mais quasiment instantanément. C'est ça qui est incroyable. Alors, et d'ailleurs, pour la petite histoire, notre première rencontre avec Pablo se déroule dans un café à Montmartre qui s'appelle Chez Ginette et qui est rue Pierre Dac. Exactement, la petite rue Pierre Dac, sans numéro. Voilà. Et je trouve ça assez... c'est fabuleux. Enfin, moi, j'adore ce genre de petits hasards. Mais, et du coup, le Gorafi va vite prendre de l'ampleur. On va être rapidement contacté par des petites chaînes de télé ou des chaînes de réalisation vidéo pour faire des adaptations. Et là, je me dis, je pars plus en Corée, en fait. Il va falloir que je reste en France pour faire ça. Et je me dis souvent, je me suis vraiment retrouvé à une croisée des chemins. De me dire, est-ce que je pars ? Est-ce que je reste ? Qu'est-ce que je fais ? Et quelque chose qui m'a énormément marqué à l'époque, c'est de pouvoir me dire, j'ai la possibilité de enfin vivre de mon écriture. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné depuis tout petit. C'est le travail, le rapport à l'écriture. Et moi, je me souviens encore quand j'avais un oncle qui tapait sur une vieille machine à écrire, une espèce de début de roman policier. Et ça m'avait vachement marqué quand j'étais petit. Et je pense même que j'ai peut-être commencé à écrire, à raconter des histoires, à partir de ce moment-là. Et j'ai toujours écrit et j'ai toujours vu le Gorafi comme un de ces dérivés de travail d'écriture. Il se trouve qu'en plus, il y a d'autres journaux à l'époque. Il y avait Info du Monde, il y avait Jalon, on vous compare un petit peu à eux. Mais j'ai trouvé aussi le premier journal parodique. Ça s'appelait La Naïade et c'était imprimé sur caoutchouc pour lire dans le bain en 1867. Mais je me souviens avoir fait l'exposition sur la presse à la BNF, la presse et la satire. Et il me semble que, en gros, la première parodie d'un journal est littéralement créée le lendemain de la création du vrai journal. Oui. C'est vraiment, il y a les deux vont ensemble. C'est assez drôle. Et cette expo était vraiment pas mal parce que vous aviez Jalon, puis vous en avez plein d'autres, et nous on était au milieu, et moi j'étais super honoré de me retrouver à la BNF, quoi. Enfin, c'est quand même un sacré lieu, et vous avez le petit truc que vous avez créé qui est là entre des grands noms de la presse et de l'humour, et nous on était là, et j'étais là. Je dis souvent, j'étais comme un gamin. Voilà. Vous restez un gamin et on va continuer à en parler avec une actualité très récente, avec la date du 4 décembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Liébus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Liébus, créateur du Gorafi, on a expliqué comment tout à l'heure. Et puis, le 4 décembre 2025 est publié le meilleur du Gorafi 2025 au Cherche Midi. C'est une tradition car le Gorafi, depuis 2013 environ, publie chaque année le meilleur de ce que vous publiez sur Internet. Oui, on a commencé en 2013 ou 2014. C'était aux éditions de Noël à l'époque, et je me souviens même la première rencontre avec notre éditrice, et on était un peu surpris qu'on vienne nous demander pourquoi pas faire un recueil de nos meilleurs articles. Donc on l'a fait avec Pablo, et c'est devenu un peu la tradition annuelle. Et j'aime à dire, chaque année, hop, un livre de plus. Alors pour bien stresser les gens qui ont un petit peu une volonté d'avoir une bibliothèque très bien rangée, on a fait en sorte que chaque volume soit différent. Oui. Je crois que même ce volume est encore en taille et en épaisseur différent du volume de l'an dernier. Donc je suis désolé pour vous si ça déchire complètement votre bibliothèque. Je dirais, c'est à la fois fait exprès et en même temps pas fait exprès, mais voilà, c'est notre manière à nous d'être un peu original. Mais non, je crois que c'est le 13e volume. Oui, et ça porte bonheur, donc effectivement. C'est génial. Mais il y a on a fait 3 premiers volumes qui étaient vraiment des recueils purement des articles, et après on a fait des thématiques. On a fait une parodie d'encyclopédie, on a fait une parodie d'Atlas de France, on a fait une parodie d'éphémérides, on a fait un guide de comment relever la France, et les gens nous ont vraiment réclamé le retour au recueil d'articles, parce qu'en fait c'est ça qu'ils ont envie d'avoir, et moi je le voyais en dédicace. Les gens prenaient le bouquin et disaient mais tiens, regarde cet article que j'ai lu il y a quelques temps, c'est génial. Et il y avait vraiment une attente d'avoir aussi un objet matériel. Alors, il se trouve aussi que ce qui est étonnant, c'est, on le lit sur la couverture, le fondateur, le directeur et le comptable, c'est une seule et même personne. Oui, c'est Jean-François Bussière, oui. Qui est notre directeur, on va dire, imaginaire, mais qui existe, qui a son petit chalet à Stadt et tout, et qui a un avis sur tout. Et on a créé un peu un monde autour du Gorafi,
Et nos lecteurs, les fans les plus hardcore, ils aiment bien jouer avec ces petits éléments qu'on a créés, un peu comme Groland a créé le président et a créé la principauté de Groland. Et moi, je dis souvent, il faut que si les gens veulent jouer, il faut leur donner des bons jouets. Donc c'est pour ça qu'on a créé Jean-François Bussière, mais vous avez Marie-Aude Bussière aussi, qui est sa fille est quelqu'un de très talentueux, bien sûr. Il n'y a absolument aucun népotisme dans la famille Bussière. Et voilà, donc du coup, on a créé un petit peu cet univers. Et la preuve, vous dites que le Gorafi est né en 1826 d'une scission avec des conflits d'intérêts avec le Figaro. Exactement. Je pense qu'il y avait en plus, c'est par rapport à une enquête, je ne sais plus trop laquelle. Il y a un petit scandale qui couvait et Jean-René Bussière a quitté la rédaction du Figaro et comme il était un peu dyslexique, il a voulu créer un journal concurrent et c'est devenu le Gorafi. Il faut savoir que le Gorafi, au départ, votre idée, c'est le Figaro. Oui, et en même temps, c'était pas ma cible en priorité. Je crois que j'ai même retrouvé dans mes disques durs un projet de faire une espèce, ça s'appelait un pamphlet que je voulais afficher sur les murs de Paris en 2003 pendant les manifestations des intermittents du spectacle. Et il y avait des articles du Figaro qui étaient assez, limite sur eux. Et j'avais envie de créer déjà une parodie à l'époque. Donc ça s'appelait le Gorafi. Bon, ça n'a jamais dépassé le stade de mon document Word, mais je les ai retrouvés il y a quelques temps et c'était la première occurrence du Gorafi, quasiment 10 ans avant sa création sur les réseaux. Alors il se trouve que le Figaro, moi je viens du Figaro d'une époque où il y avait de l'humour. Dans les années 70, on faisait un canular par jour, c'était obligatoire. Et je me souviens, il y avait le bloc-noc de François Mauriac. Un jour, avec Philippe Bouvard et son équipe, on a écrit un faux bloc-noc assez érotique de François Mauriac. Il a failli passer dans le journal, on l'a arrêté juste à temps. Donc c'était extraordinaire. On riait vraiment beaucoup à l'époque. Moi j'ai un souvenir par rapport à l'article dont j'avais parlé tout à l'heure du trop souriant dans le métro. À l'époque, donc je travaillais à Direct 8 et vous aviez les deux journaux. Nous, on les appelait Direct Papier. Vous avez Direct Soir et Direct Matin. Et j'étais en train de discuter avec un pote à moi en bas de la tour Bolloré. Et je lui dis, ah tiens, j'ai écrit un article là, sur mon petit blog Gorafi sur un mec qui a été arrêté dans le métro parce qu'il souriait trop et tout. Et le truc est en train de bien marcher. Il est en train de relayer partout. Et là, mon pote me regarde, il blêmit. Il fait, attends, c'est toi qui as fait ça? Je lui dis, bah oui, c'est pas un vrai article, quoi. Et il me fait, mais attends, non mais je t'arrête parce que là, on est en train d'imprimer quelque chose là-haut. Et je l'ai vu partir en courant, et en fait, j'aurais rien dit. Et cet article-là se serait retrouvé dans Direct Matin ou Direct Soir, au rayon faits divers, quoi. Il y en a quelqu'un dans le journal l'avait vraiment pris au premier degré. Mais c'est pas la première fois, puisque à plusieurs reprises, des déclarations du Gorafi sont devenues réalité. Oui, ça a été. Il y a eu la presse qui l'a reprise à plusieurs reprises. Mais moi, je dis souvent, tout est vrai dans le Gorafi, jusqu'à preuve du contraire. Je me souviens même de Christine Boutin qui avait repris une formule de Gorafi à son compte comme une formule du gouvernement. Mais ça, c'est notre titre de gloire. Moi, je dis. Je me rappelle souvent, en plus, quand un ami à moi m'a dit « Ah tiens, Christine Boutin a parlé de vous sur BFM TV ». Et moi, je me suis dit au début, elle a parlé de nous comme si elle disait « Oui, on dirait du Gorafi » ou « Cette info-là, c'est du Gorafi ». Moi, je m'attendais à ce genre de réflexion de sa part. Donc, je vais voir l'extrait en question. Et je la vois donc commencer à dire « Non, mais le gouvernement, il recule. D'ailleurs, j'ai noté ce que vient de dire le gouvernement. » Et elle avait noté le tweet qu'on avait fait. Elle l'avait noté sur un petite bande de post-it et elle le lit à l'antenne et c'est fantastique. Et vous avez le présentateur qui regarde la caméra en se disant « Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» On voit, il cherche derrière la régie, genre « Mais... » il comprend pas, et c'est fantastique. Et elle est toute contente. Elle a son post-it, elle a dit sa phrase, et elle le pose en mode victorieuse. Hein. Et incroyable. Mais c'est extraordinaire. Ça prouve que le Gorafi est rentré dans le langage courant. Il y a une autre histoire aussi qui a fait scandale, je crois, à Toulouse, chère à Sud Radio, où il y a une boulangère qui affichait une belle pagaille. Oui, c'était à la bas de 56 balles, quelqu'un qui a dit pain au chocolat au lieu de chocolatine. Et le plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu une vraie fusillade dans une boulangerie de quelqu'un qui n'a pas été content qu'on ait eu dit chocolatine ou pain au chocolat. Donc, en plus, on part d'un fait divers complètement absurde et 10 ans plus tard, vous avez une vraie fusillade sur le sujet.
c'est un peu inquiétant quand même. C'est très inquiétant. Alors, j'en reviens à ce meilleur du Gorafi 2025, qui est intéressant parce qu'on voit avec le recul combien l'actualité française a évolué. Le nombre de premiers ministres qu'on a eu en 2025, Michel Barnier, François Bayrou, et à chaque fois... Là, non, vous en avez oublié 4, je crois. Oui. Ouais. C'est quand on aime, on ne compte pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on apprend vraiment des tas de choses. Notamment, j'ai appris que Emmanuel Macron a consulté Akinator, le génie du web, pour trouver un Premier ministre. Oui, tout à fait, et c'est tout à fait vrai. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Akinator, effectivement, c'est sur le web un personnage mythique qui est né d'un Français d'ailleurs en 2007, Arnaud Maigret. C'est la base de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous touchez les anciens et les jeunes avec ça. Mais moi, en dédicace, je croise souvent des gens de tous les âges. Donc vous avez, je sais pas, des ados, vous avez des gens entre 20 et 35, et parfois j'ai des gens un peu plus âgés et qui viennent me dire c'est mon fils qui m'a parlé du Gorafi, et des fois même des gens qui disent moi ça me rappelle Pierre Dac, ça me rappelle Le Petit Rapporteur, ça me rappelle toute cette autre école de l'humour. Et on commence à avoir aussi un peu ce que j'appellerais des fans un peu hardcore. On a eu quelqu'un qui s'est pointé en dédicace avec un t-shirt, parce qu'on a sorti un petit magasin en ligne, un t-shirt en lien avec le comique de répétition. Alors, le comique de répétition, pour la faire simple, c'est on a écrit un article qui s'appelle Pour ou contre le comique de répétition, et qu'on rediffuse quasiment chaque semaine depuis 1 an. Et on a créé une gamme de t-shirts marqués justement pour ou contre le comique de répétition. Et vous avez cette personne qui s'est pointée à la séance de dédicace pour qu'on signe 3 fois son t-shirt. Donc je trouve ça génial qu'on commence à drainer des gens qui sont vraiment à fond dans notre esprit. Je trouve ça et le comique génial. de répétition, il est valable aussi dans la préface de ce Gorafi 2025 avec l'intelligence artificielle qui a soi-disant écrit cette préface. Mais alors oui, et je trouve ça, vous allez encore me dire mais la réalité vous dépasse. Il y a quelques semaines, vous avez, je crois que c'est en Inde, un article qui a été publié dans un journal indien, et à la fin de l'article, le journaliste avait oublié d'enlever la petite phrase de ChatGPT qui dit « Souhaites-tu que je te fasse cet article en mode un peu plus journalistique ?» Et le truc a été publié tel quel, et vous aviez en fin d'article le fait qu'en fait, il avait écrit tout son article avec ChatGPT. Et ce qui est marrant, c'est que moi, dans la préface que j'ai écrite du livre, vous avez ce même principe-là, je joue sur ce côté-là comme si ça avait été écrit par l'intelligence artificielle, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un le fasse vraiment et fasse les mêmes vraies fausses erreurs que moi j'ai fait en l'écrivant. Et moi, j'ai tapé Gorafi sur ChatGPT et j'ai lu quand même, si tu veux, je peux t'aider à créer un faux article à la manière du Gorafi. Alors, moi j'ai testé. J'ai testé parce que je suis curieux des avancées de l'intelligence artificielle et tout, même si je suis très très bien au courant des dangers, et je pense que tout l'univers de James Cameron, avec les 14 films de Terminator, nous a bien expliqué que l'IA, il faut faire attention. Et du coup, des fois, je teste, je lui demande des titres Gorafi. Et 100% des cas, ça me renvoie à des titres, exactement tous les titres que je ne veux pas. C'est-à-dire des titres en 2 parties, ou même en 3 parties, des titres avec des points d'exclamation, des jeux de mots. Alors, jeux de mots, c'est éliminatoire. Voilà. Donc, ça ressemble aux idées de titres qu'on reçoit par mail de gens qui disent tiens, voilà, j'ai pensé à un article et tout. Et je sais que c'est notre président Geoffrey Larocca qui m'envoie systématiquement tous ces mails. Et j'ai envie de dire Geoffrey, arrête, ça suffit. Je sais que tu veux, mais il n'y a pas besoin de m'envoyer des mails. Tu peux m'adresser et même me les donner directement, et je te dirai comment correctement les écrire. Alors, il se trouve aussi que j'ai repéré dans le Gorafi, dans ce meilleur du Gorafi, quelque chose qui aurait pu être vrai. Les Zinzins de l'espace, qui est une série d'extraterrestres de dessins animés, j'ai choisi parce que c'est la première série française vendue aux Américains depuis des décennies, et vous dites que François Bayrou aurait pu était fan de cette série. Oui. Oui, c'est le côté zinzin, justement. Exactement. Mais il faut trouver tout ça. Encore une fois, il y a une équipe, il faut à chaque fois trouver et se dire ça va toucher le public. Alors, on me demande souvent quel est notre secret. Moi, je dirais, et je suis prêt à faire une révélation à votre micro ici, c'est beaucoup de café. Oui. Beaucoup de café. Mais vraiment beaucoup. Un maximum, voilà. Beaucoup. Beaucoup de café pour ne pas boire la tasse journalistiquement. Beaucoup. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est vraiment énormément. Je pense que même mon médecin m'a mis en garde. Non, mais en fait, il y a une méthode, c'est lire la presse. C'est-à-dire
s'imprégner du titre de presse, de la musicalité du titre de presse. Et en plus, c'est une manière même de titrer. Et je dis souvent, l'exemple que je donne souvent quand je donne des cours de rédaction web, c'est un article en mode « Emmanuel Macron est un extraterrestre ». Par exemple, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas d'histoire derrière. Tout est déjà là. Emmanuel Macron est un extraterrestre. Qu'est-ce que vous voulez raconter de plus que ce titre? Il n'y a rien. Par contre, si vous le tournez différemment et vous dites « Les extraterrestres démentent qu'Emmanuel Macron soit l'un des leurs », là, tout de suite, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une première annonce, il y a eu un démenti, donc il peut y avoir même une conférence de presse durant laquelle les extraterrestres sont rassemblés autour de la table et disent écoutez, on a bien regardé, Trump, c'est un extraterrestre, Poutine, il est l'un des nôtres, mais alors, Macron, d'où il sort, on ne sait pas. Donc, si quelqu'un peut bien se dénoncer dans la salle, parce que c'est un peu inquiétant, parce qu'on pensait contrôler, nous les reptiliens, on pensait contrôler tous les politiques, puis il y en a un qui nous a échappé. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez une histoire, on peut raconter. Exactement. Alors là, vous avez, vous, un côté de terrestre extra, et quand vous parlez de café, vous avez un grain, et on va le démontrer à travers la date du 6 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Sébastien Liebus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sébastien Liebus. On a parlé du Gorafi que vous avez fondé et qui est un succès et même une expression courante aujourd'hui. Dès qu'il y a une actualité qui dépasse la réalité, c'est le Gorafi. Oui, d'ailleurs, ma seule tristesse aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas encore dans le dictionnaire. Oui. Donc je lance un grand appel à tous les propriétaires de dictionnaires, Petit Robert, Larousse. Soit on rentre dans le dictionnaire, soit il vous en coûtera. Oui, exactement. Voilà, j'ai le bras très long. Oui, je sais. Voilà. Je sais. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on voit l'actualité, on se dit, mais c'est le Gorafi ou c'est la réalité? Alors, on me dit souvent, est-ce que des fois la réalité vous dépasse, tout ça? Et j'aime bien citer un exemple de Pierre Dac. Parce qu'il me semble que j'ai entendu parler que tu étais un grand spécialiste de Pierre Dac. Je connais le sujet, oui. Il me semble, mais oui, je peux me tromper. Je n'ai pas vérifié toutes mes infos. J'ai tendance à pas trop fact-checker ce que j'écris. Et je suis tombé sur une interview de Pierre Dac qui se plaignait que la propagande allemande lui piquait ses vannes par rapport à quand il était à Londres. Et la propagande allemande parlait de défense élastique à Stalingrad. Et il disait, si Himmler ou Goebbels continuent de me piquer mes vannes de loufoque, je vais porter plainte contre eux. Donc on se rend compte que c'est pas un problème qui est apparu aujourd'hui. Les loufoques et les satiristes, ils ont toujours eu à lutter contre la réalité qui leur piquait leurs vannes. Alors ça, c'est le Gorafi, mais le 6 novembre 2025, donc, est sorti le premier roman de Sébastien Liebus, au Cherche Midi, Le président est constipé. D'abord, le titre et le sujet ne manquent pas d'interpeller. C'est assez étonnant. Oui, alors, moi, le titre, il s'est imposé d'entrée, en fait. Et même à l'époque, je voulais même rajouter le président russe est constipé. Mais je trouvais que ça manquait de clarté, ça coulait moins de sources. Et pourquoi cette idée ? En fait, on est tous plus ou moins confrontés en s'asseyant sur notre trône magistral. Et je me suis souvent dit que c'est le seul endroit où il y a encore une forme d'égalité entre les puissants et les moins puissants. Même s'il y a un tiers de la population qui, elle, n'a pas accès aux toilettes. Mais je me suis souvent dit comment les puissants de ce monde réagissent quand ils sont sur le trône. Et c'est une idée qui me tournait dans la tête depuis plusieurs années. Et je l'ai écrit quasiment tout d'un coup. Je crois que je l'ai écrit en 2 mois. Je l'ai écrit très, très vite. Et j'avais des phrases qui me venaient littéralement, mais ça coulait de source. Et je me suis beaucoup amusé à l'écrire. Et à chaque fois, j'envoyais des extraits à ma compagne qui m'a suivi tout le long du manuscrit et qui a été ma première lectrice. Alors, j'aimerais la saluer ici parce qu'elle m'a beaucoup encouragé. Je l'appelle un peu, c'est mon agente non officielle. Mais voilà, elle est constamment à me soutenir et à me relire et à me corriger souvent parce que je fais beaucoup de fautes parfois. Et voilà, et je la trouve fantastique. Alors, il se trouve aussi que ce sujet, au départ, c'est un peu étonnant, c'est un peu scabreux, parce que parler du trône, c'est pas évident dans un livre. Non, mais je trouvais que c'était un point d'entrée qui était vraiment hyper intéressant, parce que c'est un peu le dernier tabou, en quelque sorte, le caca, disons-le clairement, voilà. Et à partir de ce tabou-là, c'est comme une chaîne de dominos qui s'effondre, en fait. Et c'est aussi notre rapport à ça qui joue aussi, parce que... on voit un petit peu tout le cercle de loyauté du président, puis après les habitants de la ville, la police secrète, l'armée. Tout le monde a ce rapport par rapport à ça. Et il y a des interdits qui tombent et ça devient, voilà, je joue avec ce tabou et c'est derrière
une porte dérobée pour s'attaquer et critiquer l'autoritarisme sous toutes ses formes. Et comment l'autoritarisme, par ce prisme un peu scatophile, on va dire, explose. Alors, il se trouve aussi que le point de départ, donc, c'est le problème gastrique du président, et que ça menace la paix du monde, et que ça affiche une belle pagaille en Russie et à Moscou. Oui, en fait, comme je vous disais, donc ce principe du domino, moi j'ai toujours été fasciné par ces dominos qui tombent, et les conséquences, le battement d'ailes à Hong Kong qui provoque un orage ou une tempête à Brest. Et j'ai toujours été fasciné par ce principe. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai essayé d'imaginer toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Donc à un moment, une des premières conséquences, c'est on essaye de savoir, c'est peut-être le président qui a mangé quelque chose. C'est l'alimentation qui est contaminée. Donc du coup, on essaie de voir qu'est-ce qu'il a mangé. Du bœuf, du blé, des œufs. Donc du coup, la police secrète va remonter toute la filière. On va arrêter celui qui a fait l'engrais, celui qui a un élevage de poulettes. Enfin, et en même temps, on voit, donc c'est cette critique du tout sécuritaire qui montre ses limites, parce qu'on en vient même à arrêter limite le pauvre fermier qui n'y est pour rien dans l'histoire. Et derrière, après, il y a l'engrenage de l'espionnage médical, parce qu'en fait, il faut soigner le président. Donc, il y a des espions qui vont être envoyés à l'Ouest pour récupérer des stocks de médicaments. Et là, à ce moment-là aussi, j'ai beaucoup lu John le Carré et toute cette littérature de Jack Ryan. Et j'étais bercé par Octobre Rouge, par exemple. Donc, toutes ces histoires d'espions qui passent de l'Est à l'Ouest, leurs petites manigances, a beaucoup nourri le récit. Et là, au lieu que ce soit des microfilms qu'on échange, c'est des tablettes de laxatifs. Voilà, donc il y a un petit côté comique, mais le fond de l'histoire reste aussi assez basé, d'un point de vue géopolitique. Moi, je me suis pas mal renseigné, par exemple, sur le fameux corridor de Suwalki, qui est entre la Pologne et les pays et la Biélorussie, et qui est en fait un peu le ventre mou de l'Europe. C'est chose dire, oui. C'est ça. Et on sait aujourd'hui que si demain il y a une attaque sur les pays baltes, il faudra passer par ce corridor, ou par la mer. Donc c'est complexe comme situation. Donc j'ai voulu aussi en même temps parler de vrais problèmes, de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Russie. Marc Lévy dit que les tyrans craignent plus les mots que les armes. Et Chaplin disait aussi que pour s'attaquer aux dictateurs, en fait, ça ne sert à rien d'aller à la rhétorique avec eux, parce qu'ils vous remettront toujours plus bas que terre. Le seul moyen de s'attaquer à eux, c'est de les ridiculiser. C'est de taper dans la cagette sur laquelle ils sont montés pour se donner un air. Et c'est vraiment de se moquer, de les ridiculiser. Et c'est une ce qui a drivé mon écriture, en fait, c'est moquer ce dictateur. D'ailleurs, vous verrez que je parle pas le nom n'est jamais nommé. Jamais. Jamais. Parce qu'en fait, au début, j'en avais l'intention, mais je trouvais qu'on perdait en impact. Déjà, le texte devenait temporel, un peu trop. Et moi, j'avais envie d'écrire un texte intemporel et qui s'attaque à tous les dictateurs, à tous les pseudo-présidents. Il y en a un certain nombre en Europe de l'Est qui portent ce nom et qui sont tous sauf présidents. Donc, il y avait cette envie, de m'attaquer à un pouvoir dictatoriel, autoritaire, et de le moquer par ce prisme-là. Oui, et puis vous évoquez aussi ce petit monde qui gravite autour du président, qui sont les courtisans loyaux ou serviles, et il y en a un paquet là aussi. Oui, voilà, et ils tombent dans leur propre piège. Mon éditeur, Jean Le Gall, que je voudrais saluer, parce qu'il a vraiment soutenu ce texte à ma très grande surprise, et très heureuse surprise, me dit qu'aucun de mes personnages n'est stupide, n'est foncièrement stupide. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ils sont drivés par leur idéologie, par leur loyauté, mais ils ne prennent pas de décisions stupides ou bêtes. Ils sont vraiment très calculateurs, très calculés. Voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces personnages. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais vraiment pas fait de plan. Je savais vraiment pas où j'allais. Je me suis laissé emporter en quelque sorte par l'histoire, et j'adore ça quand j'écris. J'aime bien voir où les personnages vont m'amener. Et vous citez, Sébastien Lébus, toutes les villes de Sibérie que vous avez pu repérer, parce que ça a un rapport avec le livre. Oui, en fait, c'est un running gag. J'aime bien quand j'écris mettre des petits running gags. Et donc là, le running gag, c'est qu'en fait, tous ces gens-là ont peur d'être déportés dans des villes de Sibérie,
Donc je me suis amusé à faire un petit catalogue de noms et ça revient comme ça tout au long du livre. Et il y aura une petite explication à la fin qui est un peu triste et un peu sombre par rapport à si ces camps-là existent vraiment ou pas. Mais je me suis amusé comme ça. C'est un petit jeu aussi avec le lecteur. Et je me suis vraiment beaucoup amusé. Et à la relecture même, je suis tombé sur des passages où j'ai vraiment éclaté de rire. C'est bon signe pour le lecteur. C'est ça. Ouais. Et j'ai même des lecteurs qui me disent « Ah tiens, tel passage m'a fait beaucoup rire ». Et ça me rassure parce qu'en fait, c'était vraiment des passages où je m'étais vraiment beaucoup amusé à les faire. Et il y a un passage en particulier vers la fin qui revient énormément. Alors, il se trouve qu'il y a un côté Gorafi dans ce livre, puisqu'on apprend que Boris Eltsine aurait légué sa réserve personnelle de vodka à la Fédération de Russie. C'est ça. Mais après, il y a des vraies anecdotes. Hein. Moi, j'avais lu que, par exemple, la CIA avait découvert la maladie de Pompidou en examinant son urine dans un hôtel en Islande. Et du coup, ils étaient au courant que le président Pompidou était malade alors qu'il y avait une chape de plomb sur cette information-là. Et on sait aujourd'hui aussi que Poutine, par exemple, quand il est en voyage, il est suivi par un médecin et par quelqu'un qui va détruire toutes ses selles de manière à ce que ces selles ne tombent pas aux mains d'espions, parce que à partir de là, on peut savoir si le président a une pathologie ou pas, de quoi il souffre, qu'est-ce qu'il a mangé avant-hier et tout. On peut tout savoir à partir des selles de quelqu'un. Donc c'est vraiment un secret d'État. Et puis il y a aussi une chaussure qui apparaît, ça fait penser bien sûr à la chaussure de Khrouchtchev à l'ONU, le 12 octobre 60, quand il tape soi-disant sur le pupitre. C'est la petite fille dit aujourd'hui qu'il n'a jamais tapé sur le pupitre avec la chaussure, mais on a la photo. Là aussi, c'est un événement important de l'histoire. Oui, mais moi, c'est un passage qui m'a beaucoup amusé, parce que c'est une absurdité, surtout qu'on parle d'une... Je ne voudrais pas révéler le fond de l'histoire, mais sur cette chaussure, il y a quelque chose. Il y a un secret. Il y a un secret. Et c'est là qu'on bascule dans l'absurde, parce que certains services secrets, à ce moment-là dans l'histoire, pensent qu'ils sont à la recherche de quelque chose qui est beaucoup plus grave, alors que non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus trivial. Donc ça prend des proportions et tout. Et j'aime beaucoup quand mes personnages sont dépassés par ce qu'ils ont fait et qui n'ont plus de contrôle un petit peu sur leur environnement et qui sont écrasés par la culpabilité. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup fasciné quand je crée des personnages, c'est leur rapport à la culpabilité et comment ils manœuvrent là-dedans. Il se trouve aussi que, il y a la guerre froide entre Russes et Américains, et j'ai trouvé une chanson de 1967 qui évoque à sa façon ce sujet. John Cena et Costigan sont deux petites mignonnes, mais n'ont rien à faire, je resterai célibataire. John Cena et Costigan, au moment où Johnson et Kosygin étaient face à face, c'est Dominique Walter, le petit-fils de Michel Arnaud, pionnière de la télévision, qui a enregistré cette chanson qui a été son seul succès. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de penser que déjà en 67, on se moquait de cette actualité. Oui, et en plus, voilà, comme vous dites, moi je me moque, et en même temps, je parle de vrais sujets. Par exemple, à un moment, je parle de tout ce qui est des opérations de désinformation russe sur le réseau, sur TikTok, par exemple, parce qu'à un moment, les personnages se rendent compte qu'il n'y a plus de laxatifs en Europe parce que il y a eu une trend de TikTok payée par le gouvernement russe qui conseillait aux ados d'avaler des laxatifs pour devenir un peu plus maigres. Pour une question de perte de poids. Et ça, c'est des vrais sujets, en fait. On sait aujourd'hui qu'il y a des trends qui sont manipulés par des puissances étrangères. C'est pas nouveau. Donc, il y a une base assez relativement réelle et crédible dans ce que j'écris. Après, ça reste une farce. Je dis souvent, c'est une farce gastro-politique. Oui. Mais ça reste une farce. Mais en même temps, c'est un sujet que personne n'avait osé aborder, parce qu'effectivement, on est très, très discret sur le sujet. Mais on est très terre à terre, et puis il y a un tabou aussi par rapport à ça. C'est pas forcément le premier sujet qui va s'imposer. Mais moi, je trouvais intéressant justement, à partir de ce prisme, d'explorer quelles sont les conséquences et comment les gens aussi sont emportés par leur loyauté. On voit des gens qui disent « Ah, mais si le président ne peut plus chier, alors plus personne ne doit chier, en fait. » Mais c'est dit comme ça, c'est très graveleux. Mais en fait,
on voit ce genre de comportement à d'autres niveaux, sur d'autres choses. C'est-à-dire, moi, ce que je voulais critiquer, c'est la fidélité aveugle dans un gouvernement à suivre à tout prix son leader. Et jusqu'où ça peut occasionner, là, il y a des personnages qui se rendent littéralement malades pour ne pas, justement, finir dans les camps. Tout à fait. Alors vous êtes fidèle au Gorafi, je crois, parce que ça va continuer. Le développement n'en est qu'à son début pour l'instant, Sébastien Liébus. Oui, on a en optique de racheter plusieurs stations de radio. D'ailleurs, Sud Radio, j'aime beaucoup. Oui, c'est très joli. C'est très ici, classe, c'est très bien décoré. On est comme vous, nous parlons vrai. Exactement. Et je me dis, tiens, pourquoi pas rajouter une radio à notre escarcelle. Je vais en sortant du studio, je vais en discuter, je vais voir. Mais non, là, on a déjà donc les livres chaque année. On réfléchit à d'autres développements qui restent un peu secrets, mais on y travaille. On a toute une équipe dessus. On aimerait bien lancer quelque chose de très gros l'an prochain qui devrait marquer durablement le monde des médias. Eh bien, vous viendrez en parler dans les Clés d'une vie. Vous serez le bienvenu. Pour l'instant, Le Président est constipé, c'est votre premier roman au Cherche Midi. Et bien sûr, Le meilleur du Gorafi 2025, au Cherche Midi aussi, qui est indispensable pour suivre la véritable actualité. Exactement. Merci Sébastien Liébus. Merci Jacques, c'était vraiment très 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 agréable et je suis très très heureux que tu m'aies invité, que vous, je ne sais plus si on se tutoie ou on se voit. À la radio, on se voit toujours. Voilà, merci à vous et c'était vraiment un très très bon moment. Et réciproquement. Merci Sébastien Liébus. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.